Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch / Mister Review. Aujourd'hui, on s'attaque sur une vidéo d'un show, auquel je viens de voir, et non, pas parce que j'ai assisté, là c'est complètement différent, mais du côté de l'AEW. Donc c'est un show de l'AEW auquel je vais m'attaquer aujourd'hui, et le nom, vous le savez sûrement, c'est Dynasty. Donc AEW Dynasty 2025, auquel on va s'attaquer à ce show aujourd'hui. Alors, selon les avis divergent des différentes personnes, il y en a qui diront que le show est bon, voire très bon, comme Révolution, parce que Révolution, il était vraiment très cool, vraiment sympa, vraiment bon. Mais après Dynasty, il y a aussi des différents avis comme il n'était pas forcément bon, surtout le main event, et j'en passe des trucs. Mais bon, on va y revenir. Vu comment, bien sûr, on sait que je m'attaque à ça, mais je m'attaque directement au pré-show, donc le fameux Countdown 0 Hour, auquel il y a deux matchs. Alors, le premier, c'est un match à trio, par équipe, entre Nick Wayne, accompagné par Kip Sabian, et The Murder Shayna Wayne, donc sa mère, et qui fait équipe avec CRU, Action Andretti et Lio Rush, contre The Top Flight, AR Fox, Dante Martin et Darius Martin, accompagnés par Layla Gray. Bon, sans trop de surprise, même si c'est un 0 or, c'est victoire de Nick Wayne et CRU. Voilà, tout simplement, sans trop de tarder l'échéance. Donc c'est victoire de eux. Ensuite, le deuxième match du pré-show, et après on passe à la carte principale. Excusez-moi, attendez un petit instant. Je poursuis. Le deuxième match, c'est un Open Challenge. Donc Max Caster donne un Open Challenge à celui qui voudra le défier. Alors, ce que je comprends un petit peu moyennement avec Max Caster, c'est que il se fait prétendre l'un des meilleurs catcheurs encore en vie, encore en activité. Mais le plus gros démol de ce mec, c'est que certes on le voit affronter différentes personnes, mais il se fait squasher. Tout ça parce qu'il se vante d'avoir son diplôme, son master, doctorat, comme quoi il est le catcheur en vie. Mais bon, tout ça pour moi c'est que du troll. Vu comment celui qui va affronter, c'est Anthony Bowens accompagné par Dalias Billy Gunn. Et auquel c'est Anthony Bowens qui bat rapidement et facilement Max Caster. Donc en gros le mec qui se prétend être encore un des meilleurs catcheurs en vie, mais il se fait maraf par n'importe qui. Eh bien j'ai envie de dire non, ça m'attire pas plus qu'autant, vu comment pour moi tu es un nul comme il se doit. Voilà tout. Ensuite la carte principale, donc le match numéro 3, et qui est un quart de finale pour le tournoi masculin de Owen Hart, la coupe de Owen Hart. Will Ospreay contre Kevin Knight. Alors j'imagine que pour l'opener du show, je suis persuadé que Papy Metzler va sûrement peut-être mettre un 5 étoiles. En connaissant le bonhomme, il en est capable. Mais bon, je vais pas être un hater, je n'ai aucune haine contre Will Ospreay, aucune haine contre Kevin Knight, mais il faut savoir que tout le long du show, la moitié des matchs, il n'y a pas d'histoire. Les matchs du début n'a pas trop d'histoire. Bowens et Caster, ils ont eu une histoire en équipe, mais en rivalité, il n'y a pas d'histoire concrète. Et entre Will Ospreay et Kevin Knight, certes, il n'y a pas d'histoire, si ce n'est que ils sont dans un tournoi, que le meilleur gagne, et c'est celui qui gagne qui sera en quart de finale. Et que même entre ce match-là, il n'y a pas trop d'histoire, si ce n'est que démonstration de Spotfest sur Spotfest, et auquel ça se ressent tout le long du match. Bon après, ils sont talentueux, hein, Kevin Knight et Will Ospreay, hein, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais quand il n'y a pas trop d'histoire à raconter, c'est pas top, malheureusement. Je suis un peu désolé, ce n'est un petit peu pas top.
Mais bon. Tout ce que je peux dire, c'est victoire de Will Ospreay qu'il remporte soit avec un Hidden Blade ou un Stormbreaker ou n'importe quelle prise auquel il peut en venir à bout de son adversaire, mais il bat Kevin Knight. Donc victoire de Will Ospreay. À la fin, les deux se font un check de la main, donc ils se serrent la main en disant merci, j'ai beaucoup appris avec toi, t'es un des meilleurs catcheurs ever dans la planète. Je suis persuadé que tu seras en finale. Donc voilà quoi. Victoire d'Ospreay. Et le quatrième match, c'est un match par équipe de 2 contre 2, ou un match à 4 pour les titres par équipe, si on peut appeler ça comme ça. The Earth Syndicate, donc les personnes auxquelles ils adorent blesser des gens. Reheard People, comme le nom de la musique indique. Dans le Earth Syndicate, c'est Bobby Lashley et Shelton Benjamin, accompagnés par Mantel Van Tervius Porter, MVP, contre The Learning Tree, donc l'arbre de séquoia Big Bill et The Bad Apple, ou la pomme pourrie, Brian Keefe. Alors, ce match-là non plus n'a pas trop d'histoire, si ce n'est que, comme ça, de manière gratuitement, l'arbre de l'apprentissage veulent affronter les Earth Syndicate. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Si ce n'est que ils veulent avoir une chance au titre et espérer d'être champion. Eh bien, que nenni par rapport à ça. Et moi, ce qui m'a un petit peu surpris dans le match, c'est qu'il y avait MJF, donc Maxwell Jacob Friedman, qui était dans le public en train de regarder le match et que quelque part il était un peu en approchement avec le Earth Syndicate, même si Bobby Lashley ne veut pas de lui dans l'équipe Earth Syndicate et qu'il y a un sacré différent. Bref, je vais pas trop m'éterniser là-dessus vu comment trop c'est trop, mais que je sais que par hasard MJF va quand même un peu intervenir dans le dos de l'arbitre en attaquant soit Brian Keefe ou Big Bill pour faciliter les choses au Earth Syndicate et que Benjamin effectue son mouvement final pour lui, mais que ce sera Bobby Lashley qui lui découpera avec un spear pour la victoire et qui conserve les titres du monde par équipe. Donc victoire du Earth Syndicate. Pour l'instant, personne ne peut les battre vu comment ils aiment blesser des gens. Et hâte de voir où ça en est avec MJF et E3. Mais bon, je pense que tout ça va terminer par un refus. Ou bref, que des questions. Il n'y a que des questions à dire. Mais bon. Excusez-moi. Match numéro 5. Et que c'est encore un quart de finale, mais du côté féminin. Pour la coupe de Owen Hart. Mercedes Moné contre Julia Hart. Donc cette fois-ci, le titre de Mercedes n'est pas en jeu, mais la finale, elle l'est pour elle, vu comment elle veut encore de l'or autour de ses hanches, comme elle veut l'or en essayant un jour de surpasser Athena, qui avait atteint, je crois, Athena, les 800 et quelques règnes. Bref, c'est presque un règne de 1000 jours et que personne n'a jamais encore réussi à battre Athéna. Donc, ouais, à mon avis, les deux veulent se prouver que l'une des deux est meilleure que l'autre et que celui qui arrive à battre la multiple championne deviendra la championne suprême. On peut se faire une idée là-dessus, vraiment une idée là-dessus. Mais après, je vais pas vous mentir, la moitié des matchs auxquels je viens de citer, bon, le Ospreay était plutôt cool, Ospreay Knight, Earth Syndicate contre Learning Tree, ouais, mais sans plus. Ce match-là entre Monet et Hart, Osef, un peu Osef, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que j'ai aucune haine contre les deux, même si Mercedes au début, enfin, je me rappelais que je disais que je ne l'aimais pas trop parce que elle fait un peu trop la malin, un peu trop la meuf, ouais, moi je suis la championne, personne ne peut me détrôner parce que je suis la PDG, la CEO, quelque chose comme ça.
Mais bon. Tout ce que je peux dire, c'est que Mercedes Moné, elle a battu Julia Hart et c'est elle qui est en quart de finale. Tout simplement. Rien d'autre à dire. Match numéro 6, ben, pour les titres trio, donc les titres du monde de trio de la EW, les Cavaliers de la Mort, les Death Riders, Claudio Castagnoli, le Bâtard Pack et celui dont Bryan Danielson l'a surnommé la petite merde, Wheeler Yuta, contre The Rated FTR. Donc équipe composée de Cope, ou Adam Copeland, qu'on connaissait bien sûr sous le nom de Edge, évidemment à la WWE, contre les anciens Revival, enfin avec les anciens Revival, pas contre, donc excusez-moi, avec les anciens Revival, Cash Wheeler, donc Scott Dawson, Daxar Woods, Cash Wheeler, enfin Dash Wilder, pardonnez-moi. Ouais, parce que dans Revival à la WWE c'était Scott Dawson, Dash Wilder, et là à la WWE c'est Daxar Woods, Cash Wheeler. Donc voilà pour ne citer que. Le match, c'était une démonstration technique avec l'équipe de Cope et de FTR, tandis que du côté des Death Riders, c'est plus ce qui est un véritable guet-apens en plein match. Parce que du guet-apens, il y en a eu du guet-apens, et que ça n'a jamais été de tout arrêt pour tout ça. Ça a toujours enchaîné. Jusqu'à un moment donné, il y a un moment de fatigue dans les côtés des Faces, auxquels ils étaient presque au bout du climax et qui veulent battre les Death Riders, mais encore un peu, Cope a failli découper en deux Daxar Woods, je crois, et que Utah pousse Cope sur Harwood, et qu'il se mange un renini de la part de Wheeler Yuta, qui effectue le tombé pour la victoire, et qui conserve les titres donc pour les Death Riders, pour Claudio, pour Pac et pour lui-même. Tout ça en l'honneur de John Moxley et Marina Shafir. Ouais, ça se termine là-dessus. J'aurais préféré peut-être un changement de titre, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, malheureusement. Donc c'est regrettable. Mais à la fin du match, certes, Cope et FTR ont peut-être perdu. Ils veulent se soutenir mutuellement, encore se soutenir, voilà, de dire certes on a perdu, mais on les aura, je vous le garantis. Et là, coup de tonnerre, l'un des deux, soit Harwood ou Wheeler, effectue un pile driver, donc un marteau pilon sur Cope, auquel on peut qualifier ça de trahison. Donc ils ont trahi Copeland, et qu'ils le tabassent à tabac, même en prenant des chaises pour le matraquer avec, et surtout pour en finir avec un concerto. Et du coup on se dit, mais what, pourquoi vous faites ça, bande de connards, pourquoi vous faites ça? On sait que depuis des semaines, toujours l'un des deux n'est jamais d'accord l'un avec l'autre, et que à ce moment-là vous trahissez, et à ce moment-là vous commencez à tout déraper. Donc on peut dire, oui, FTR ont effectué un heel turn sur Adam Copeland, Edge, Cope, ce que vous voulez. Donc non seulement ils l'ont trahi, mais ils ont failli lui coûter sa carrière en lui brisant la nuque, et que il est transporté d'urgence à l'hôpital, Cope, pour la storyline. J'imagine que Adam Copeland va être en rivalité face au FTR, et qu'ils ne vont pas en rester ici, je suppose. Mais bon, de toute façon, le show continue, hein. Toujours le show continue, quoi qu'il arrive. Eh bien, le 7ème match, c'est encore un match simple pour le titre du monde féminin de la EW. The Timeless Toni Storm, accompagné par Luther, contre Megan Bayne, accompagné par Penelope Ford. Alors, ce match-là, certes, il n'y a pas d'histoire, mais tout ce que je sais, c'est que Megan Bayne, une catcheuse qui a déjà catché au Japon et dans d'autres structures, auxquelles elle faisait ses débuts officiels à la EW, et depuis ses débuts, elle a montré sa domination en puissance, et auquel il faut... On voit peut-être quelque chose en elle
peut-être une future main eventeuse pour certains, je l'espère. Du fait que je me trompe pas, parce qu'il m'arrive parfois de me tromper, et parfois de dire des conneries sans le savoir, que j'essaie de dire la vérité sans que c'est des conneries. Mais bon, pour vous dire à quel point elle fait bonne impression, elle avait dominé, que ce soit Chris Statlanders ou n'importe quelle personne auquel elle a affronté, même la championne en titre dans un match par équipe, auquel elle avait réussi à battre la championne en titre. Et que là on s'est dit, ça y est, le titre de Toni Storm est en grande difficulté face à l'arrivée et la montée en puissance de la déesse grecque, qui est Megan Bayne. Et que entre temps, elle s'est trouvée une partenaire, ou comment, je ne sais pas pourquoi, ils se font, on va dire, partenaires comme ça, du jour au lendemain, sans savoir. Bref, c'est peut-être pour rendre service, mais j'ai un petit doute, vraiment un gros doute là-dessus. Et qu'elle veut espérer faire réussir Megan Bayne face à Toni Storm. Mais bon, tout ce que je sais, tout commence avec un clip vidéo auquel elle fait son entrée avec une tenue de boxe, donc Toni Storm. Et que Megan Bayne, elle, c'est avec le charisme et le côté un peu déesse, auquel je pourrais en dire. Sacrée démonstration entre les deux. Surtout la position de Megan Bayne. Alors que pour Toni Storm, c'est pas surprenant. Même si elle est plus dans la comédie, elle sait comment peut-être gérer une rencontre. Quand je dis gérer, quand je dis peut-être, bien sûr, je m'entends parler. Forcément, je m'entends parler rien qu'à dire ça. Mais bon, les deux savent quand même bien gérer une rencontre, malgré tout. Et que je crois qu'il y avait parfois une intervention de Penelope Ford, mais que Luther, donc le majordome, renvoie Penelope au vestiaire et que ça va laisser entre les deux elles, ça va se jouer entre Toni et Megan. Et auquel il y a eu pas mal de tentatives, notamment Megan Bayne, sa prise de soumission, c'est le F5, donc la descente du destin. Il faudrait que je retienne ce mot en anglais parce que c'est pas forcément évident de te retenir les différents noms caractéristiques d'une prise. Donc ça, il faudrait que j'essaye de me concentrer là-dessus. Peut-être bien, peut-être bien. Donc malgré tout ce qu'elle a pu faire, elle n'a pas réussi à en venir à bout de Toni. Et que Toni, avec la force du désespoir, elle repasse à la charge, à se battre jusqu'à ce qu'elle peut plus se défendre, se relever, ce que vous voulez, bref, jusqu'à ce qu'elle soit lessivée. Et à un moment donné, quand Megan Bayne était prête pour le finish, elle a la championne dans le bout de sa main pour en finir avec la descente du destin, donc le F5, mais que Toni Storm fait un petit paquet, donc après le F5, le F5, descente du destin, elle fait un genre de roll-up de manière très intelligente, de bloquer pour mieux faire le compte de 3. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Toni Storm a battu, je crois que c'est la première à battre Megan Bayne dans un match de championnat. Et que personne n'avait réussi encore à battre Megan Bayne depuis qu'elle est revenue, enfin depuis ses débuts à la EW. Eh bien, elle n'a pas réussi. C'est Toni Storm qui est en venu à bout de la déesse grecque. Donc voilà tout. La championne reste championne. Peut-être que les deux ne vont pas en rester là, vu comment ça va encore continuer. On imagine certains. Mais bon, ça continue avec le match numéro 8. Je vais couper, après on poursuit. Ensuite, le match numéro 8, c'est quart de finale du tournoi pour la coupe de Owen Hart, donc du côté masculin. Cal Fletcher, accompagné par Don Callis, contre Mark Briscoe. Match sympa, vraiment sympa pour le coup, et que ça montre un peu le côté talent auquel Cal Fletcher peut nous livrer dans un match, surtout en nous montrant ce qu'il vaut réellement dans un ring, alors que Mark Briscoe, bien sûr, lui c'est le vétéran qui est aussi une tête brûlée, mais qui ne se laisse pas faire devant la jeunesse, la fougue de Cal Fletcher. Donc sacrée démonstration de défense entre les deux. L'un des deux peut avoir l'avantage dans un match. Et que
Même si Mark Briscoe a tout tenté avec ses manœuvres à haut risque, même si ça à haut risque un peu, un peu light, comme je pourrais dire, même si c'est pas le bon terme, mais ce n'est pas grave, eh bien ça ne suffit pas à essayer de battre la Protostar. Vu comment la Protostar, ben, il nous montre tout ce qu'il sait faire, des running kicks dans le coin, des Fisherman Brainbuster, tout ce qu'il peut utiliser, ben, il peut sûrement, et je dis bien sûrement, en venir à bout dans un match, quoi qu'il advienne. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans ce match-là, entre lui et Mark Briscoe. Vu comment Briscoe veut tenter sa Jet Driller, donc la pile driver auquel il voulait effectuer. Mais Fletcher, intelligent, ben, utilise ben, ces fameux Brainbusters à l'extérieur du ring, même si c'était presque, enfin presque, même si c'était dans le bord du ring, et il retente ben, en plein centre du ring, et auquel ben, il en vient à bout de Mark Briscoe, et qu'il est qualifié pour la finale du tournoi Owen Hart. Donc, vous avez sûrement peut-être deviné, Will Ospreay est qualifié pour le tournoi Owen Hart, pour la finale sûrement, et bien Cal Fletcher également. Donc, si j'ai bien compris, la finale, enfin, leur chapitre final, qu'on pensait que c'était terminé à Révolution, repoursuit pour un événement, soit pour Double or Nothing, ou alors All In. Peut-être du côté de Double or Nothing. Donc ça veut dire c'est loin d'être terminé entre Ospreay et Fletcher. Et qui vont encore nous livrer un match 5 ou 6 étoiles, n'importe quel, auquel Metzler peut faire des notations. On voit ça à des kilomètres, même l'affrontement on le voit à des kilomètres. C'est pas que je n'aime pas, hein, mais c'est prévisible. Malheureusement, le booking, comme la WWE, ben, elle est exactement prévisible. D'ailleurs, peut-être que je pourrais faire un avis tranché sur la WWE avec du bon et aussi du mauvais auquel je pourrais citer. Mais on verra bien. Je vous garantis, on verra bien. Pour l'instant, ce n'est pas encore le sujet du jour. Voilà tout. Match numéro 9. Donc, titre contre masque. Donc, les seuls trucs qui sont en jeu, c'est le masque de Bandido, mais également le titre du monde de la Ring of Honor. Donc, Chris Jericho contre Bandido, sous les yeux de la famille de Bandido, la sœur et la mère de Bandido, et auquel ben, les deux vont nous montrer une démonstration lucha libre, parce que je me rappelais qu'ils ont fait une démonstration lucha, et auquel il y a eu du bon côté dans les matchs, même si on a le droit de ne pas aimer Jericho pour ce qu'il a fait ben, il y a plus de 5-6 ans. Mais on peut reconnaître que malgré que on en a marre de lui et que on veut voir ben, un autre réussir à devenir champion, ben, il est encore là et que... je sais pas comment vous le dire, mais tout ce que je sais, ben, il nous fait une bonne petite démonstration, même si Bandido nous montre ces fameuses prises auxquelles lui peut le faire, et que c'est contrairement à anodin. On va passer au climax dans le match. Je sais que Jericho a utilisé une tactique pour tricher, auquel ben, il voulait utiliser sa batte pour étrangler Bandido avec, et qu'il en termine avec son Judas Effect, je crois bien, et que Jericho ben, remporte le match. Donc ça veut dire que Jericho reste le champion du monde de la Ring of Honor, personne ne peut le battre, et qu'on croyait que c'était terminé. Mais en fait, non, vu comment il y a l'arbitre Brie Edwards, et que la famille de Bandido, donc la mère et la sœur, protestent contre ce match et contre Jericho, les plans de Jericho, pour montrer à quel point ben, il a triché et qu'il a utilisé quelque chose donc, pour gagner, donc la fameuse batte de baseball. Aubrey Edwards voit ça, et évidemment, il voit qu'il a utilisé une tactique pour tricher, alors que d'habitude, si on pouvait faire ça à n'importe quel moment, ça aurait été mieux, mais vu comment on ne peut pas, ça gâche un peu le truc. En quelque sorte.
Donc l'arbitre demande à repoursuivre le match et ça va se repoursuivre. La famille de Bandido est très contente de cette nouvelle, mais Jericho, ce qu'il va faire, c'est tirer les cheveux de la sœur de Bandido. Et là, on s'est dit, oh là là, il a fait ça avec la femme de Shawn Michaels, en lui donnant un coup de poing à SummerSlam 2008. Et là, ils veulent retenter sur une autre femme qui est la sœur de Bandido. Et bien sûr, Bandido n'est pas content. Il lui fout la tatane de la vie de Jericho. Donc il le massacre, il le massacre, pas il le massacre, ça veut rien dire. Bref, il le tabasse et il veut poursuivre la prise auquel je l'ai peut-être pas dit, mais il avait botché pendant son affrontement avec Jericho. C'est son fameux. Alors, je sais qu'il fait un peu l'effet de boomerang, mais entre autres, il le ceinture en faisant un genre de flip avant et que les jambes bondissent sur les cordes pour qu'il se repositionne pour faire sa fameuse German suplex. Je n'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il repart en German suplex à sa façon à lui et qu'il arrive à battre Chris Jericho. Donc, entre autres, il a sauvé son masque, il a sauvé son honneur pour sa famille, pour son frère qui s'était fait démasquer dans un autre show à Révolution. Et que voilà, il est devenu champion Ring of Honor malgré le peu d'histoire qu'il y avait entre eux. Donc, il remporte le titre et voilà, Jericho n'est plus champion. J'espère qu'à l'avenir, ils vont peut-être l'écarter du titre de championnat, n'importe quel titre. Parce que, selon moi, Jericho, il n'a pas besoin de plusieurs titres pour être plus présent. Maintenant, je crois que c'est bon pour le moment. Et quelle bonne surprise pour Bandido, en sachant que ce n'est pas la première fois qu'il devient champion du monde de la Ring of Honor. Il avait déjà été avant que la Ring of Honor se fasse acheter. Et que maintenant il est le champion, on pourra peut-être compter sur lui pour Supercard of Honor. Espérons. Bref. Match numéro 10. Donc encore un match simple pour le titre de AEW TNT. Tout ce que j'ai compris, la stipulation de ce match n'a aucune limite de temps et que toute interférence extérieure était strictement interdite. Donc que ce soit l'équipe de Adam Cole, Undisputed Kingdom, que ce soit Kyle O'Reilly, Roderick Strong, et je sais pas ce qui se passe entre Mike Bennett et Matt Tavern, et pour Adam Cole, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que c'est les seuls auxquels on ne les voit quasiment plus du tout, et que maintenant c'est O'Reilly et Strong qui sont un peu les remplaçants. Bref, même moi, j'arrive pas à comprendre, pour être honnête. Je n'arrive pas à comprendre du tout. Et du côté de Daniel Garcia, je sais que ses partenaires sont FTR, mais vu comment ils ont fait un heel turn, forcément, il doit se débrouiller tout seul. Oui, match bien, mais est-ce que ça crève le plafond? Ah, dur à dire, tellement dur à dire, si ce n'est que le match était bien. Adam Cole, il sait comment bien faire réagir la foule. Daniel Garcia sait très bien comment manier un match de manière très technique. Donc ça, c'est un truc auquel j'apprécie particulièrement. Donc les deux, ça peut être magique pour le coup, vraiment magique. Après, c'est pas non plus la grande folie, hein, si ce n'est que, certes, les deux savent ce qu'ils font, ils essayent de faire enguirlander le public dans le bon sens du terme, et que le meilleur gagne, tout simplement. Vu comment ils sont déjà affrontés à 2 ou 3 reprises, et à chaque fois, ça se termine soit en match nul, ou un match auquel le temps est limité, et que les deux n'arrivent pas à en revenir à bout, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Dans les deux cas. Et que je trouve que le règne de Daniel Garcia n'a pas été si transcendant que ça, parce que on le voyait catcher à Dynamite et à Collision, mais en pay-per-view c'est très peu rare, si ce n'est qu'on aurait préféré que la AEW maîtrise un peu mieux les règnes de booking et surtout les titres de championnat. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des défauts de booking, tout simplement.
C'est que des défauts de booking, que ce soit pour Tony Khan ou de la concurrence à la WWE. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet. Je vous l'ai déjà dit. Et que, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est Adam Cole qui remporte le match en battant Daniel Garcia. Donc pour moi, c'est assez sympa. Victoire de Adam Cole, qui devient champion en solo. Même si c'est vrai qu'ils auraient pu faire mettre Daniel Garcia encore plus en avant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Le match était excellent. Enfin, excellent, bien, si vous voulez mon avis. Même si ça crève pas le plafond. Dommage, mais c'était extrêmement cool. Voilà tout. Ensuite, plus que 2 matchs après c'est terminé. Enfin, donc match à 3. Donc triple menace, triple threat, three-way dance, si on voulait mon avis. Pour le titre international de la AEW, Kenny Omega contre Ricochet contre Speedball McBelly. Oui, le nouveau arrivé, Speedball, qui a quitté la TNA pour essayer de tenter sa chance à la AEW. Et auquel, ben ouais, j'aime bien McBelly et auquel, il est quand même très fort, très charismatique. Surtout, surtout quand il fait des tactiques de karaté, de taekwondo, j'en passe d'autres prises et d'autres styles d'art martial. Il est vraiment excellent dans ce qu'il peut, McBelly. Ricochet, lui, c'est plus dans l'acrobatie et dans l'arrogance, vu comment le gars, il est hyper arrogant. Tandis que Kenny Omega, lui, c'est celui qui est en phase de rédemption et auquel il sort d'une convalescence, pardonnez-moi, qui a failli lui coûter la vie. Et que maintenant, en tant que champion, il montre à quel point, à qui veut l'entendre, que c'est lui la machine à bon match. Celui-là, je sais pas si ça va être un 5-star parce que il faut savoir, c'est que dans ma review de Révolution, j'avais pas pré-shot un 5-star entre Omega et Takeshita, et encore moins le 5-star entre Storm et May. J'avais même pas pré-shot, mais pour Ospreay et Fletcher, c'est sûr, je l'avais pré-shot. Mais bon, les 3 hommes sont hyper talentueux, chacun est bon dans son domaine, et auquel l'un des deux pourrait gagner le titre, ou alors le champion peut rester champion, bien évidemment. Donc il y a eu des tas de trucs auxquels je pourrais en dire, mais ça ferait beaucoup à citer, vraiment beaucoup. Si ce n'est que tout ce que je sais, c'est que c'est Kenny Omega qui en vient à bout de ses 2 adversaires, et qui va battre... je sais qu'il va faire un One Wing Angel sur Ricochet, et que c'est lui qui bat Ricochet et Mike Bailey, même si c'est pas Bailey qui subit le tombé. Donc quelque part, ça fait un peu quelque chose d'assez légitime pour Mike Bailey, en sachant que il n'a pas subi le tombé, mais au moins ça le protège dans la défaite. Parce que certes, il a perdu le match, mais c'était pas lui qui a subi le pin. Donc en tout cas, ça c'est assez respectable pour le coup. Alors que Ricochet, peu importe où il gagne ou il perd, il essaiera par n'importe quel moyen d'essayer d'être fourbe, d'être la petite fouine dans cette histoire. On le sait tous, Même si on sait que récemment, il vient de se marier avec l'ancienne annonceuse de la EW, enfin, la EW, non, pas la EW, la WWE, donc Samantha Irvine, ou Irvine, Samantha Irvine, appelez-la comme vous voulez. Bref, il vient de se marier très récemment, et quelque part, on est un petit peu jaloux de lui. Tout simplement. Si ce n'est que, voilà, victoire de Omega, la suite pour Omega. Il y a eu une confrontation avec Okada, et Okada, j'espère que le match va être excellent, pour peut-être pas un round final, mais plutôt la renaissance de leur rivalité qu'ils ont eue à la New Japan. Je crois que c'est du côté de All In ou de Double or Nothing. Je ne sais plus, mais tout ce que je sais, ils vont peut-être se réaffronter pour la 5e fois, et que ça va sûrement être un meilleur match. Selon moi, ça va être un meilleur match. Tout simplement. Mais on n'en est pas encore ici. Donc voilà tout. Maintenant, le main event pour le titre du monde de la EW, qui est un match simple.
John Moxley accompagné par Marina Shafir et Swerve Strickland contre Swerve Strickland, pardonnez-moi, accompagné par Prince Nana. Alors, je vais pas passer par quatre chemins. Ce main event, selon les termes de Marius Playground, auquel je vais rejoindre sous cet avis. Ah, le main event était un peu bordélique. Tellement bordélique. Et que c'est pas forcément le truc auquel on est forcément fan. Des interventions dans tous les côtés et auquel ça perturbe tout le déroulement du match. Pourtant, je peux vous le garantir, au début de l'affrontement entre Swerve et Moxley, tout était parfait parce qu'il n'y avait pas d'intervention. Les deux, peu importe qui domine, ils sont excellents, n'importe lequel des deux. Et que peu importe qui remportera le titre ou toujours champion, au moins ce serait excellent main event. Enfin, comme il y a eu à Révolution. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais que j'ai toujours un problème avec John Moxley, mais à chaque fois, certes, on sait qu'il peut dépendre de ses partenaires, donc les Death Riders, qui sont capables d'intervenir à tout moment pour qu'il remporte le titre. Donc tout ça, répétition, ça devient lassant, saoulant, et que ça casse vraiment les burnes. Ouais, quelque part, on est un petit peu notre claque et qu'on veut voir du changement. Parce que nous, on préfère un peu le changement de titre et pas tout le temps les mêmes qui dominent de manière très dominante, très parfois énervant au sein d'une structure. J'ai pas d'autres termes et j'ai pas d'autres idées à dire, ni d'autres mots, parce que j'essaie de dire tout ce que je peux. Tout était parfait jusqu'à ce que Marina Shafir, elle arrive avec la mallette, Prince Nana également, pour essayer de l'en empêcher de commettre une disqualification. Mais il se fait maraber la gueule à coups de mallette. Et que par la suite, il va avoir aussi Eggman Adam Page qui va arriver et qui voit son rival qui est presque proche d'une victoire. Donc il veut essayer de lui coûter le match. Mais il voit aussi Moxley. Et auquel il ne sait pas qui il peut viser, si ce n'est que on connaît l'objectif de Swerve Strickland, il veut devenir champion. Adam Page ne supporte pas que son rival devienne champion et auquel il est prêt à tout pour l'empêcher de devenir champion, parce que lui aussi, Adam Page, c'est son objectif de devenir champion pour la deuxième fois de la AEW, tout comme Swerve. Mais vu comment il savait pas choisir, eh bien il se fait agressé par les Death Riders. Donc voilà, il se fait attaquer. Même si il tente de se défendre, mais il se fait quand même maraber la gueule. Et du coup, ça force les OPPS, donc les oppositions, je pense. Équipe composée de Samoa Joe, Hook et Katsuyori Shibata, à en venir à la rescousse et de chasser les Death Riders pour laisser rien que Moxley et Swerve régler les comptes et de devenir soit le nouveau champion ou pas du tout. Dans les deux cas, ça aurait été pareil. Dans le match, il y avait quand même un peu de liberté, que ce soit utiliser des escaliers, pas pour frapper avec, mais plutôt pour faire des spots avec, une échelle pour faire un spot auprès d'une table, auquel Swerve il a effectué sa Swerve Stomp sur Moxley à travers une table. Mais malgré tout ça, ça n'a pas suffi du tout. Et à un moment donné, quand Swerve Strickland allait avoir le match en main, il allait avoir la victoire, des lumières qui s'éteignent, et là on se dit, on connaît la suite, il va y avoir une intervention, soit quelqu'un qui fait ses débuts, ou un ancien qui revient. Et forcément, les anciens qui reviennent, vous allez deviner qui c'est, ce sont les EVP, les Young Bucks, Matt Jackson, ou Matthew Jackson, Nick Jackson, qui est Nicolas Jackson, qui font leur retour et qui coûtent le match à Swerve Strickland en lui offrant un EVP Trigger. Et ok, ça laisse Swerve Strickland complètement KO et ça permet à John Moxley d'effectuer la victoire. Donc le compte de 3 pour la victoire.
Oh, qu'est-ce que c'est ce main event? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce main event? J'aurais préféré que tout ça se termine clean, mais rien n'est jamais clean avec eux. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce bordel? Donc je comprends la frustration et l'énervement de Marius Playground, parce que même moi j'ai dû regarder pour mieux comprendre, et je m'étais dit, déjà j'aime pas les Young Bucks de base, parce que ce sont des cons et auxquels ben, ils sont pas de vrais stars comme ils prétendent être. Et Moxley, ben, lui, parfois je l'apprécie pas à cause de son manque de logique. Et à force de trop saigner dans un match de manière complètement gratuite, ça tue un peu le côté spécial du match. Bref, il y a des tas de trucs auxquels je n'aime pas chez Jon Moxley. Et auxquels, ben, c'est dommage. Hein. Lui que j'adorais quand il était à la WWE, dans le Shield ou en solo, en tant que Dean Ambrose. Hein. C'est tellement dommage qu'il en est arrivé à un point auquel il a l'air d'en avoir rien à foutre de tout. C'est ça ce qui est dingue avec lui. Vraiment dingue. Et de le voir qu'il clôture le show avec les deux têtes de gland qui reviennent, bah, ça gâche tout. Hein, ça gâche tout. Le côté happy end. Enfin, le feel good moment. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'était pas... Ah, c'était pas forcément du top. Honnêtement, c'était pas du top. J'aurais préféré un main event digne de ce nom et quelques matchs auxquels ça aurait pu être excellent. Mais il y avait des matchs qui sont très bons, d'autres qui étaient moyens, osef. J'en passe de tous les rayons que je peux citer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'en ai un peu terminé là-dessus. Et j'en termine avec cette review de la AEW Dynasty 2025 tout simplement. Donc voilà tout. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo de review. Donc je l'espère de tout cœur. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut, ciao ciao. A plus.